Pour votre présence, pour la présentation, pour la séance de notre dédicace. En fait, Jean-Yves, c'est mon co-auteur. On est associés parce qu'on a une seule passion, la lecture et l'écriture, et ça fait des années que je suis sous son aile, parce qu'il est plus âgé que moi et qu'il m'apprend beaucoup de choses. C'est toujours agréable de le rappeler, je le remercie. Et ce qu'il faut se dire, c'est que tous les samedis, je suis sous son aile pour apprendre la géopolitique. Aujourd'hui, nous vous présentons notre deuxième ouvrage géopolitique, Le monde vu de Materanga. Je laisse Jean-Yves pour vous montrer comment se passent nos émissions à Paris. Alors juste avant, si vous voulez que nous ne lancions un petit débat entre nous, parce que bien entendu, ça n'a d'intérêt et de richesse que si nous partageons chacun à travers nos réflexions sur le monde qui est le nôtre à l'heure actuelle, un monde d'ailleurs qui est assez difficile, même souvent sombre, souvent tragique, dramatique. Mais avant que nous n'échangions, si vous voulez bien, je vais vous proposer avec mon ami Ibrahima de vous projeter sur le téléviseur que vous avez là à droite un court extrait. On a réalisé un petit spot qui vous montre un peu dans quelles conditions on réalise nos émissions chaque samedi. En vérité, donc, si vous voulez, chaque samedi à 12h, c'est pour ça qu'on qualifie l'émission de 2.0, on se retrouve, on est à 3. Il y a notre technicien, régisseur, réalisateur qui lui est à Milan, en Italie, Ibrahima qui se trouve lui à Paris, et moi qui suis en province dans les Pays de la Loire, au Mans, à 200 km de Paris. Et donc, vous voyez, on arrive à se concerter ainsi à la même heure et à réaliser cette émission, et ça va être un peu l'explication du spot. Alors, pour vous dire également, juste avant de lancer le spot, dans les coulisses, vous faire connaître un peu la recette de cuisine qui est la nôtre. En milieu de semaine, après moi avoir fait une veille, parce que c'est mon job de journaliste, et toujours passionné par les affaires du monde, avoir fait une veille des événements internationaux du début de la semaine, du milieu de semaine, je communique avec Ibrahima et je lui indique ce que sera le sommaire de l'émission du samedi. C'est-à-dire, je lui donne les grands thèmes. Je lui dis, on va par exemple parler, parce que c'est important, de la réunion de la CEDEAO, du prochain sommet de l'Union africaine, etc., etc. Et c'est ainsi qu'avec ces quelques mots-là, ça lui suffit, il va y réfléchir, et lorsque nous nous retrouverons en direct, eh bien, il aura à répondre à mes questions. Voilà comment nous fonctionnons, et je vous ai donné là un peu les coulisses de notre émission. Alors si vous voulez, on vous projette un tout petit documentaire, un petit docu, comme l'on dit, de quelques 5 minutes, qui vous donne un tout petit peu la température de notre émission. Juste pour dire que la première année, en 2021, nous avons sorti ça. Nous avons sorti ce premier ouvrage, Le monde vu de Materanga, édition 2021. Mais en réalité, c'est une erreur, c'est l'édition 2022. Ce sont les actualités de 2021 qu'on a traduit en 2022. Et cette année, pour rectifier l'erreur, c'est le deuxième ouvrage, Le monde vu de Materanga, l'édition 2023. Et pour vous dire qu'en 2004, Inch'Allah, on est à 8 chapitres pour l'édition 2024. Tous les samedis. Si Dieu nous prête vie, car qui peut prétendre que nous serons encore là demain pour témoigner. Donc, alors, voulez-vous qu'on envoie maintenant notre petit spot? On a dit ça, on l'a déjà dit. Les réunions nombreuses d'ailleurs qui ont lieu également aux Nations Unies, sur les assemblées générales. On a évoqué tout à l'heure les différents votes, et en particulier des pays africains. Certains ont préféré rester des non-alliés, et après tout c'est tout à fait légitime et leur droit. D'autres ont pris des positions divergentes, là pour le coup, car nous n'avons pas tellement de positions divergentes dans l'ensemble. Nous sommes plutôt complémentaires. Je fais cette petite ratification. Nous avons évoqué évidemment la mort de la reine d'Angleterre, et puis bien sûr la réélection du président français Emmanuel Macron, qui d'autant plus joue parfois un rôle que l'on peut juger diversement ici en Afrique. Il est encore venu il y a pas longtemps effectuer donc différents voyages ici sur le continent. Donc voilà un tout petit peu les principaux chapitres, mais à chaque fois, chaque semaine, évidemment, on a beaucoup d'autres sujets internationaux. On vous laisse le micro pour ceux qui veulent faire des échanges. J'ai des invités, particulièrement j'ai Abdoul qui est venu nous rendre visite, à qui je donne circuler dans la mer Noire. Et ce qui aggrave une crise alimentaire qui finalement va risquer de compromettre tous les États africains. Maintenant, le problème qui se pose, parce qu'il y a à différents niveaux, est-ce que la Russie est agressée ou est-ce que la Russie est l'agresseur? Moi, j'ai une position très ambivalente. Je me disais que si les Occidentaux respectaient effectivement le traité de Minsk, on n'arriverait pas à ce point-là.
Mais les Occidentaux ont tout fait pour humilier, et je pèse mes mots, les Russes. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine, que je n'apprécie pas du tout, qui est pour moi un autocrate, est en train de véritablement redonner aux Russes une fierté. Mais au-delà de tout ça, il y a un autre aspect, c'est que nous constatons aujourd'hui qu'il y a la reconstitution des empires. Parce qu'au départ, il y avait deux blocs structurés sur une idéologie, le communisme, le capitalisme. Aujourd'hui, les crises que nous sommes en train de voir, ce sont des crises finalement de conquête de pouvoir et d'empire. Nous allons voir la création d'un empire russe, d'un empire chinois, certainement d'un empire ottoman, qui sera effectivement sous l'aile de la Turquie de Erdogan, et probablement, et cet empire-là est en train de se faire. Et en Afrique, notre intérêt à nous, c'est de revenir à redessiner l'histoire, à se reconstituer au lieu comme des États balkanisés, à retrouver effectivement une unité pour créer cet empire-là. Parce que le monde de demain, je pense, ce sera le monde conflictuel des empires. Et ce sont les grands ensembles qui font demain la réussite des États. Donc sur ce point-là, et de notre côté, donc je me dis la Russie exige par exemple de reconquérir le Donbass, mais ce qu'il faut se rappeler, si on prend cette zone, elle appartenait au départ au XVIIIe siècle, je pense, elle appartenait au XVIIIe siècle, le Donbass appartenait à l'Empire ottoman. Et par la suite, c'est en 1954, si ma mémoire est bonne, que cet empire est revenu que cette partie que réclame aujourd'hui Vladimir Poutine est revenue dans le giron soviétique. La Crimée, ça. Hein? C'est la Crimée, c'est toute la Crimée. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine, en 2014, a annexé la Crimée. Est-ce que la Crimée fait partie de la Russie? On peut dire oui. Moi, personnellement, et c'est là notre point d'achoppement, je dis que la Crimée, certes, appartient à la Russie. Mais les États n'ont rien dit quand la Russie a annexé la Crimée. Aujourd'hui, Vladimir Poutine, qui est un autocrate et qui a senti que en 2014, il n'y a pas eu une forte réaction de la communauté internationale, c'est maintenant attaqué au Donbass, qui est une partie russophone qu'il veut remettre. Mais si on le laisse, il va essayer de reconstruire tout l'empire soviétique. Mais là où j'ai des problèmes avec les Africains, c'est que nous, on est attachés à la souveraineté africaine et on a toujours dit en bas l'impérialisme, en bas le colonialisme. Pourquoi aujourd'hui, on voudrait un État souverain comme l'Ukraine soit annexé par la Russie? Parce que beaucoup de dirigeants africains continuent de soutenir mordicus l'invasion russe en Ukraine. C'est pourquoi c'est une question géopolitique très difficile, parce que d'un côté, je comprends la frustration des Russes, et de l'autre côté, je vois l'arrogance de l'OTAN. Et aujourd'hui, ceux qui gagnent, qui est le gagnant? Ce sont les Américains. Pour la première fois, on va faire une guerre où il n'y a pas de militaires américains sur place. Il n'y aura pas de morts américains. Ensuite, on va faire une guerre où demain, la reconstruction, on confiera la reconstruction de l'Ukraine aux Américains. Les États-Unis, à partir du moment où cette guerre ne se passe pas chez eux, mais se passe en Europe, c'est eux qui sont les gagnants. En revanche, ils avaient oublié une chose, que, et là, Abdou peut-être connaît mieux que moi, c'est au départ, toutes les transactions financières se faisaient avec le SWIFT. Quand il y a eu la guerre, la Chine, la Russie a changé complètement les méthodes d'opération financière. Maintenant, c'est le CIP. Ce qui fait qu'on attendait une crise économique en Russie, mais la Russie se porte bien avec cette guerre. Pourquoi? Parce que la Russie vend son gaz à l'Inde, qui revend à l'Europe. La Russie vend tous ses produits pétroliers par rapport à l'Inde, au Brésil, et ces pays-là revendent à l'Europe. C'est pourquoi je me dis, cette guerre, malheureusement, c'est nous les Africains qui en compatissons beaucoup, parce que nous avons des économies qui dépendent beaucoup de l'extérieur. En l'occurrence, des productions
j'arrive pas à le dire. Céréalière. Céréalière. De recherche, d'exploitation du minerai. Et c'est ainsi qu'on a vu Wagner jouer les gardes du corps du régime centrafricain, qui était un tout petit peu bousculé dans les rues de la capitale, mais qui aussi a exploité les mines de Centrafrique. En vérité, maintenant, la chose est dite et connue, Wagner se paie, comme on dit, entre guillemets, j'aime pas l'expression, mais sur la bête. C'est-à-dire que, moyennant finance, moyennant sécurité, apportée non pas forcément à la lutte contre le terrorisme et le djihadisme, mais au profit des régimes, en particulier militaires ou putschistes en place, il se paie en échange de concessions minières. Je trouve que là, quand même, c'est terrible. Qu'il y ait eu des colonisations, en particulier européennes, au XVIIIe, XVIIe, XIXe, XXe siècle, personne ne viendra à l'idée de le contester, qu'elles soient d'ailleurs françaises, allemandes, portugaises, italiennes, anglaises, etc. Mais aujourd'hui, personnellement, en tant qu'amoureux de l'Afrique, ami des Africains, dont je me flatte aussi parfois d'être l'ami de certains d'entre eux, je n'aimerais pas beaucoup de voir remplacer un colonialisme français d'hier, même s'il a subsisté, hein, je n'ignore rien de ce qu'était la Centrafrique, mais remplacé par un colonialisme à la russe, à la chinoise, à la turque, ça serait terrible pour l'Afrique. L'Afrique ne mérite pas ça, mais l'Afrique mérite mieux que ça. Et se livrer point pied lié entre les mains de Wagner pour assurer sa sécurité en lui rétrocédant ses ressources naturelles, mais c'est quelque chose d'effroyable. Donc là, effectivement, il y a quelque chose d'inquiétant. Alors je ne sais pas comment... Parce qu'aujourd'hui, Poutine, évidemment, joue la carte, en particulier de l'Afrique. Il essaie d'étendre... Ibrahim l'a bien dit tout à l'heure. Nous voyons la reconstitution des empires. L'empire hier ottoman qui aspire à nouveau à le redevenir, avec Erdogan, qui va d'ailleurs avoir affaire à des difficultés certainement lors des élections qui viennent. C'est pas gagné pour lui. La mauvaise gestion des tremblements de terre qui ont occasionné plus de 50 000 morts lui sont reprochés aujourd'hui. Lui a reproché cette gestion. Donc ça n'est pas gagné pour lui. Mais il n'en demeure pas moins que lui a aussi un appétit de conquête, y compris de territoire, en tous les cas d'influence. Donc vous avez Erdogan qui cherche à étendre son influence en Afrique. Vous avez les Chinois qui cherchent à étendre leur influence économique avec la route de la soie. Vous avez effectivement les Russes qui cherchent, notamment par des ports militaires, on l'a vu avec la Syrie, on l'a vu ailleurs. Donc c'est vrai que là, vous avez, vous, en Afrique, à être extrêmement vigilant. Car encore une fois, il va falloir arrêter de dire demain contre la France. La France ne sera plus là, et c'est heureux d'ailleurs. Ou alors en termes de partenariat, en termes de collaboration, en termes de donnant-donnant, et gagnant-gagnant. Ça ne pourra être que comme ça, sinon il n'y a pas d'accord possible. On ne peut plus se voir comme avant. Mais en revanche, il ne faut pas dire cela et se mettre dans les bras et regarder la Chine, la Russie, la Turquie, l'Iran avec des yeux de chimène, parce que là, vous allez vous faire rouler dans la farine. Mais Jean-Yves, d'un côté, nos parents ont vécu l'impérialisme, et de l'autre côté, nous vivons jusqu'à présent une forme d'arrogance française occidentale. Par exemple, quand Macron est allé faire sa dernière visite, Je sais tout ça. juste pour restaurer effectivement des relations de partenariat, qu'est-ce qu'on a constaté? Il est parti où? Il est parti au Congo. Au Congo, pour adouber un dictateur. Il est parti où? Au Gabon, pour adouber également un autocrate. Et justement, la jeunesse africaine n'arrive plus à se situer. Moi, je ne suis pas très fan de Prigogine, qui n'était même pas du tout un cuisinier Non, il a été plus tard. Je vous raconterai l'histoire. Il a été plus tard, il était prisonnier. Et il est sorti de la prison, et en sortant de la prison, il a eu à construire un petit restaurant, avec un Français d'ailleurs. Et c'est ce restaurant qui a... tellement prospéré pour que Poutine puisse lui confier d'autres choses. En revanche, aujourd'hui, l'Afrique doit se prendre en main. C'est-à-dire, on n'attend plus, il faut plus que les... Tu disais tout à l'heure, il faut plus que les Africains regardent les Chinois, les Russes, avec des jeux de chimène. Mais il ne faudrait pas non plus que la France-Afrique, qu'on n'arrive pas à l'enterrer. Parce que jusqu'à présent,
La démarche malheureuse de Macron qu'on a assistée récemment n'enterre pas la France-Afrique. Et cette jeunesse-là nous parlera par exemple de souveraineté monétaire. Nous avons des questions existentielles que la jeunesse africaine doit résoudre. Et c'est ce qui explique le refus du français. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, si nous sommes responsables, et si nous ne nous considérons pas comme des préfets français, nous avons la possibilité, devant les Français, de négocier d'homme à homme. Mais malheureusement, nous avons aujourd'hui des chefs d'État qui sont des préfets, des chefs d'État, quand on voit très bien, je me rappelle d'un échange entre Damiba et Macron, mais c'était comme un jeune de rien du tout qui s'adressait à un petit gamin d'un président. Et ce sont nos autorités. Il faudrait que l'Afrique cesse d'être la vache à lait de l'Occident. Maintenant, je comprends parfaitement, ce n'est pas le français qui est mis en jeu, c'est toute la relation étatique entre la France et nos pays africains. Merci beaucoup. Ces leaders montrent leur ergot afin de mieux montrer le climat. Au-delà de cette allégorie, nous avons un président de la République qui, durant toutes ces années, passe tout le clair de son temps à se consacrer pour sa réélection. Il n'est pas prêt pour sortir ce pays. Et de notre côté, nous avons un pompier pyromane, que je ne citerai pas le nom, qui finalement continue de mettre le feu, d'allumer le feu dans ce pays-là. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un climat plus apaisé. Nous n'avons pas besoin d'une force de dénonciation, mais plutôt de force de proposition. Et dans l'opposition sénégalaise, nous avons des candidats, nous avons des responsables politiques qui incarnent ce projet alternatif, ce projet qui est en dehors de la radicalité d'Ousmane Sonko, également de l'immobilisme de Macky Sall, qui veut rester et mourir au pouvoir, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, il a intérêt de ne pas se prononcer pour le troisième mandat, parce que ça le permet de voir comment faire. Parce que toute sa vie s'est consacrée à préparer sa réélection. Il a même dit, souvenez-vous, qu'il n'était pas très fan de la limitation des mandats. Et ça dit long sur le personnage. Mais de notre côté, quel est le recours que la jeunesse nous propose? Nous avons un jeune qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui finalement ne fait qu'allumer le feu dans ce pays. C'est pourquoi, en tant que responsable politique, là, je ne m'adresse pas en tant qu'écrivain autre, je pense que nous avons besoin de ce pays, dans ce pays, des gens responsables, des hommes politiques qui peuvent nous redonner de l'espoir, des bâtisseurs d'espoir. Et je vais peut-être les gêner, Abdoul Bey qui est là, qui est ancien Premier ministre. Vous l'avez connu par son travail, par ses compétences, et aujourd'hui, il est un recours crédible pour faire de ce pays, pour développer ce pays. Parce que qu'est-ce qu'on nous vante? Le bilan de Macky Sall. Moi, je suis d'accord que les manières de l'histoire retiennent le nom de Macky Sall. Mais ce que nous voulons, c'est dans ce pays-là, c'est d'avoir un développement économique et social. Et pour cela, il faudrait faire des réformes courageuses. Ce n'est pas de construire des ponts, des BRT qui vont nous sortir. Mais rappelez-vous de l'Irak. Mais c'est un pays qui était merveilleux, il y avait toutes les constructions. Aujourd'hui, ce pays est en ruine. Ce qui veut dire que les constructions ne sont que du sable. Il faudrait construire les citoyens sénégalais. Et il y a des hommes politiques qui sont là, qui sont prêts à apporter des réformes nécessaires et courageuses. Ce n'est pas le fait de chercher le buzz. Moi, j'ai été étonné récemment d'un Premier ministre, par exemple, à qui j'attendais des propositions, et qui malheureusement est à la recherche du buzz. Et c'est dommage, il y a des hommes politiques au Sénégal qui doivent être disqualifiés, soit par leur comportement, soit par leur position. En revanche,
on a de l'espoir pour certains. En l'occurrence, moi je le désigne, il est devant nous, Abdoul, et il est temps quand même de se dire que le Sénégal a des ressources humaines, a des hommes politiques comme lui qui peuvent développer ce pays. Concernant, parce qu'on parlait du Sénégal, je ne veux pas que tu fasses de l'ingérence. Ah mais ça, je me garderai bien d'en faire. Oui, en ce qui concerne la Tunisie, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire sur des propos qui sont aussi ignobles que ceux qu'ont tenus le président Kais Saied? Il a effectivement jeté l'anathème sur des migrants subsahariens, en allant dire bientôt qu'il y avait un risque potentiel d'africanisation noire de la Tunisie. C'est assez effrayant. Et résultat, ça a donné lieu à une véritable chasse aux sorcières. On a presque vu et revu des pogroms qu'on avait connus en Europe du temps du nazisme. C'est quelque chose d'effrayant. Et heureusement, aujourd'hui, la communauté internationale s'est positionnée et l'a condamné sévèrement. Mais en vérité, je crois qu'il a cherché avant tout, en tenant ses propos, encore une fois ignominieux, de faire lui aussi peut-être le buzz, mais surtout de détourner l'attention sur les vrais problèmes que connaissent la Tunisie, que connaît la Tunisie, des problèmes notamment d'ordre économique et d'ordre social. Donc voilà, qu'en dire de plus? Je crois que justement, moins on en parlera, mieux ça vaudra, car ne lui faisons pas de publicité, c'est déjà assez, encore une fois, dramatique d'avoir entendu des propos pareils, quoi. Et juste pour rajouter, les migrants en Tunisie, les migrants représentent en Tunisie 0,2% de la population. Donc, on ne peut pas dire une modification de la démographie avec 0,2%. C'était le prolongement de l'émission, c'était le monde vu de la part d'un Sénégalais. Autrement dit, c'est le regard que porte un Sénégalais sur le monde, vu de ma teranga, vu de chez moi, vu de mon clocher, vu de là où je suis. Concernant le titre, le choix du titre Le monde de Bima Teranga. Je pense qu'il a expliqué, c'est la vision d'un Sénégal, la vision du monde, ma propre vision du monde. Mais le Sénégal n'est pas seul dans le monde. En vous écoutant, on a l'impression que vous nous reprochez qu'il n'y a pas beaucoup de chapitres consacrés au Sénégal. Non, si. Ah d'accord. J'ai jeté un coup d'œil dans le livre, mais j'ai dit, depuis que vous êtes là en train de discuter, vous n'avez pas évoqué ce qui est dedans concernant le Sénégal. Vous parlez de la Russie, l'Ukraine, voilà. C'est ça que je... Les problèmes politiques. J'ai parlé dans ce livre, effectivement, de ce que j'ai toujours soutenu, le projet d'une troisième voie, qui est un projet alternatif. Donc, au Sénégal, nous avons effectivement, dans cet ouvrage, parlé que des questions politiques, parce qu'à un moment donné, le Sénégal vivait une crise à cette période. Ce livre-là, les titres, en fait, nous sont imposés par l'actualité. Ce n'est pas nous qui prenons, qui décidons des titres, c'est l'actualité, parce que comme l'a dit, mon ami Jean-Yves Divan, c'est que toutes les semaines, tout ce qui se passe dans le monde, on essaie de décrypter, de donner notre vision du monde, le monde vit dans notre terrain. C'est pourquoi ce n'est pas à nous de prendre tel sujet ou tel sujet. Demain, il y aura des manifestations, il y aura des émeutes quelque part dans le monde. Et vous savez que dans l'actualité internationale, a des incidents sur la gestion de tous les pays. Par exemple, quand on parle de la guerre en Ukraine, mais ça nous impacte beaucoup. Aujourd'hui, l'inflation est liée à quoi? Est liée à la crise de l'Ukraine. Parce qu'il y a une partie des relations internationales qui impactent les pays. Donc, ce livre-là concerne le Sénégal, parce que le Sénégal est au cœur de ses conséquences. Excusez-moi. On s'intéresse d'abord à l'aspect social, l'aspect économique, à tous les grands dossiers auxquels vous êtes confrontés tous les jours ici, sur la santé, l'éducation, etc. Mais les dossiers internationaux, quel est le président qui ne passe pas sa vie, malheureusement, aujourd'hui, à rencontrer ses homologues un peu partout, pas seulement aux Nations Unies, mais en des réunions bilatérales de pays à pays, etc. Et si vous avez demain des dirigeants qui n'ont aucune connaissance de la géopolitique, des grands dossiers internationaux, mais ça serait affligeant. Et là, quelque part, je dirais que je m'en suis rendu compte, moi, puisque je suis en quelque sorte son témoin hebdomadaire. Eh bien, vous avez un garçon qui, manifestement, maîtrise assez bien
les dossiers internationaux. Je ne dis pas que ça ferait un excellent ministre des Affaires étrangères, mais en tous les cas, il ne serait certainement pas le plus ridicule. Merci. Et le Sénégal peut sombrer dans ce cas-là, parce que nous avons souvent des hommes politiques irresponsables qui ne savent pas se limiter dans le pouvoir. Et c'est ça le risque. Donc malheureusement, dans le livre, on parle beaucoup du Mali, mais dans des situations pas très peu reluisantes. Moi, vu de France, pas vu de Materanga, pour regarder depuis, j'ai énormément voyagé en Afrique, fait beaucoup de reportages sur une quinzaine d'années, en Afrique du Sud, au Mali, justement, où j'avais interviewé le président Alpha Oumar Konaré. Je pense que, Premier ministre, vous avez au moins connu le président Alpha Oumar Konaré, du président du Mali. C'était dans les années 80-90. C'était un homme très accueillant. Eh bien, ce que je retiens aussi surtout, c'est que bien sûr qu'il y a des soubresauts terribles dans beaucoup de pays africains. Et c'est encore une fois tragique. Et en revanche, quand on voit le Sénégal, on ne peut qu'admirer un pays qui, depuis son indépendance, gère au mieux, bien sûr, c'est pas facile. Et les hommes politiques n'ont pas tous les défauts du monde. Ils ont grand mérite parce qu'il y a des écueils. Et il n'est pas évident de les éviter aussi facilement que cela. Et le Sénégal a une grande tradition démocratique. C'est un pays qui est en paix depuis l'indépendance. Donc je dirais que c'est un peu, aujourd'hui, un pays modèle pour l'Afrique. Alors ça, c'est un bien extrêmement précieux. Et je crois qu'il faut que vous le protégiez, que vous le défendiez, parce que ce n'est pas donné, encore une fois, aujourd'hui, à tous les pays de bénéficier de cet état-là. Je peux parler de moi, mais en réalité, j'ai oublié de vous présenter Jean-Yves Duval, parce que Jean-Yves Duval est un auteur très prolixe. Il a écrit 10 romans. Et le dernier, c'est Amadou, l'enfant soldat du Sahel. Ça, c'est son dernier livre qui est sorti avant Le Monde vu de Materanga. Amadou, l'enfant soldat du Sahel. Et là, nous nous trouvons dans ce livre que je vous recommande de lire, véritablement, toutes les questions géopolitiques du Sahel. Mais celui que nous avons fait avec mon ami Ibrahima, Le Monde vu de Materanga. Amadou, l'enfant du soldat du Sahel, c'est le croisement de plusieurs histoires. Il y a une histoire d'abord qui est un peu le voyage, presque on dirait initiatique, d'un réfugié, d'un migrant qui se trouve au Burkina Faso et qui va remonter vers l'Europe. Et c'est donc toutes les embûches, tous les drames qu'il va vivre au travers de ce voyage au Mali, en Algérie, en Libye et la traversée évidemment de la Méditerranée. Donc j'ai tenu, si vous voulez, à rappeler ces voyages effroyables de ces migrants qui sont tellement nombreux à perdre la vie au passage, et sur terre et sur mer, qui sont pillés, rançonnés, qui sont entre les mains de véritables esclavages, de véritables esclaves de la traite humaine. Et ça, c'est terrible. La deuxième, j'ai voulu montrer l'histoire d'un enfant soldat qui va devenir un chef djihadiste. Et là aussi, on a un parcours étonnant. Et puis enfin, il y a une troisième histoire qui est un peu une histoire criminelle qui se passe au Mali justement, où là il y a une enquête à propos de trafic d'organes avec les albinos, ces Africains blancs. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, le livre est fait de cette conjonction de trois histoires, et c'est un roman, c'est une fiction que j'appelle africaine. Bonsoir.